Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus à cet événement sur la RDC. Donc, pour présenter un peu les organisations qui organisent, nous on est Unipolis. C'est une association qui est sur les campus de l'EPFL et de l'UNIL et dont les buts c'est de promouvoir une écologie qui est solidaire. Et notamment on fait partie d'un pôle qui s'appelle Ingénieurs engagés qui s'interroge justement sur les sujets technologiques et sur le métier d'ingénieur en général. Et on pensait que le sujet de la RDC est tout à fait pertinent parce qu'il est vraiment un point de confluence des enjeux des minerais et des violences qui découlent de son extractivisme. Et ouais, juste pour préciser aussi, l'événement il n'a pas été accepté à l'EPFL, ce qui montre que c'est un sujet qui est un peu qui peut être controversé de certains points de vue, mais on est quand même content que l'événement puisse avoir lieu ici. Et juste pour donner un peu de détails, en fait, c'était que le PFL voulait qu'il y ait une personne en plus. Enfin, en gros, elle interférait dans l'organisation d'événements en disant qu'il fallait avoir un expert en durabilité. Et nous, on jugeait que c'était problématique parce que ce serait essayer de relativiser un discours qui ne se serait pas assez bien en soi. Et donc, on n'est pas d'accord avec ça. Et on organise aussi ça avec Polyquity, qui malheureusement n'est pas présente aujourd'hui, et l'AEA, que je vais vous laisser présenter. Merci. Pardon. Du coup, moi, je suis la vice-présidente de l'AEA, l'Association des afrodescendants de l'Université de Lausanne. Et ça fait en fait quelques années qu'on est présent sur l'association. Nous, notre but, c'est de représenter les afrodescendants qui sont sur le campus universitaire, que ce soit face aux discriminations qu'ils ils peuvent subir, et aussi en fait de regrouper ces étudiants dans un même espace où ils peuvent se sentir libres de communiquer, de parler de leur expérience, de leur ressenti sur différents sujets. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des événements, des débats, des conférences. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours voir sur notre page Instagram, c'est @aea_unil. Et donc voilà, on organise des conférences, on organise des événements, des soirées aussi. Et voilà, donc c'est ça. C'est à moi. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on m'entend bien? Je crois que oui. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre présence ici. Je me présente, Jean-David Pontet-Chibamba. Je ne suis pas expert en durabilité, ce qui explique pourquoi on n'est pas à l'EPFL, mais je me considère comme un activiste social, notamment congolais d'origine. Et j'ai milité dans pas mal d'organisations, notamment l'AEA, qui est fidèlement représentée ce soir, ce qui remplit mon cœur de joie. Et puis, il y a quelques années, j'ai cofondé une structure qui s'appelle UPIA, qui est en gros un think tank et qui s'occupe des problématiques liées à l'Afrique et à ses diasporas, notamment présentes ici en Suisse. Et ce soir, je suis ici pour vous parler de deux choses, de la technologie et du Congo. Alors, qu'est-ce qui peut bien lier ces deux choses? Qu'est-ce que la technologie? C'est un concept, c'est la transformation d'un savoir en outil technique. Et quand on évoque la question de la technologie, dans l'imaginaire collectif occidental, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on va avoir en tête? Ce genre de choses. Ça, c'est un des tout premiers télégraphes qui est un des outils en fait qui va commencer à mettre en avant les télécommunications au XIXe siècle. Ou bien on va penser à ce genre de choses, les toutes premières voitures à la fin du XIXe siècle également, qui va un peu révolutionner le monde. Et puis beaucoup plus récemment, on va penser à ce genre de choses. C'est un super serveur, en gros, le genre de structure qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des intelligences artificielles, d'avoir des réseaux sociaux, etc., ce genre de choses-là. Et qu'est-ce que le Congo? Le Congo, c'est un pays d'Afrique centrale, deuxième pays le plus peuplé du continent africain,
non, quatrième pays le plus peuplé du continent africain, excusez-moi. Deuxième pays, par contre, en termes de superficie, un pays qui a une culture assez forte, un bagage culturel extrêmement développé, mais qui a aussi une histoire récente, en tout cas, parfois assez triste, on aura l'occasion de le voir. Et dans l'imaginaire collectif occidental, en tout cas, quand on évoque la question du Congo, on a souvent ce genre de choses en tête, des images de la colonisation, du temps de la colonisation belge. On a ce genre de choses-là en tête également. Le régime dictatorial du maréchal Mobutu dans les années 60 et 70 et 80. Et puis plus récemment, on a ce genre de choses en tête. Des images de guerre, de conflits, de personnes déplacées, etc. Et l'objectif de ma présentation, ce sera de vous démontrer que les images que nous avons en haut sont totalement consubstantielles des images que nous avons en bas. Et pour comprendre pourquoi est-ce que l'un est consubstantiel de l'autre, il faut comprendre, il faut remonter en fait à la source d'un système qui s'appelle l'extractivisme et qui a cours au Congo depuis le 19e siècle. Donc, pour comprendre ça, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Au 19e siècle, dans le monde occidental, arrive ce qu'on appelle la seconde révolution industrielle. Cette révolution industrielle, elle va s'articuler autour de la découverte de certaines technologies, notamment toutes les technologies qui ont attrait à l'utilisation de l'électricité, également le moteur à explosion qui va permettre de faire des voitures, et puis également les technologies de la télécommunication. Et la découverte de ces différentes technologies vont changer la manière de vivre dans les pays, dans les nations occidentales, mais surtout elles vont changer la manière de produire, de la manière dont les entreprises vont produire. Et le petit problème, c'est que ces technologies-là, pour accompagner cette production, elles vont nécessiter énormément de besoins en ressources naturelles. Et le souci étant qu'une bonne partie de ces ressources naturelles ne vont pas être présentes, ou en tout cas présentes en quantité suffisante, dans les territoires qui sont contrôlés par les puissances occidentales de l'époque. Il se trouve qu'au XIXe siècle, il y a encore un grand continent qui n'a pas été colonisé, vous l'aurez deviné, c'est le continent africain. Et bingo, il se trouve que comme par hasard, il y a énormément de ces ressources nécessaires pour faire fonctionner cette machine industrielle dans le continent africain, notamment des minerais comme le cuivre, des hydrocarbures, etc. etc. Ni une ni deux, en l'espace de quelques décennies, la quasi-totalité du continent africain va se retrouver colonisée par différentes puissances occidentales. Et c'est donc à ce moment-là que le système extractiviste va arriver en Afrique, va y être implanté, et que le Congo va devenir un peu l'épicentre de ce système. Qu'est-ce que l'extractivisme dont je vous parle depuis quelques minutes? C'est un modèle économique. C'est un modèle économique qui va être basé sur l'extraction massive et intensive de ressources naturelles à des fins qui vont principalement être liées à l'exportation. C'est-à-dire que dans l'extractivisme, il n'y aura pas forcément de transformation locale des ressources, et il n'y aura pas donc de retombées économiques pour les populations locales. Et également, l'extractivisme va créer des impacts humains et environnementaux qui vont être assez dévastateurs. Le système extractiviste tel qu'il a été conçu au XIXe siècle s'est plus ou moins perpétué sans vraiment changer jusqu'à nos jours. Et c'est un système qui est colonial, et vous me direz, ah mais il y a eu quand même ce qu'on appelle les décolonisations dans les années 60. Certes, il y a eu les décolonisations, mais si vous allez dans la plupart, enfin en tout cas dans de nombreux pays africains aujourd'hui, et notamment au Congo, vous vous rendrez compte que le modèle économique
tourne toujours sur le fait d'aller extraire des ressources en très grande quantité, de les extraire brutes, et puis de les revendre directement sur les marchés internationaux, soit aux États-Unis ou bien de plus en plus à des pays asiatiques. Ce modèle économique comporte un quadruple drame. Premièrement, un drame économique, parce que c'est en grande partie parce que ce modèle existe et se perpétue que l'Afrique est aujourd'hui l'un des continents, en dépit d'être l'un des continents les plus riches, si ce n'est le plus riche en termes de ressources naturelles, le continent également le plus pauvre pour ce qui est des populations qui habitent là-bas. Mais c'est également un drame écologique. Pour s'en rendre compte, il faut voir ce que c'est. Là, vous avez une mine de cuivre dans la région du Katanga. Il faut voir ce que c'est une mine de cuivre ou bien une exploitation forestière en Afrique centrale où, littéralement, on va saccager des régions entières. Dans une région, l'Afrique centrale, qui est, je le rappelle, le premier poumon de notre planète aujourd'hui, depuis qu'on a quand même suffisamment saccagé l'Amazonie pour lui faire perdre cette place. C'est aussi un drame humain. Il faut voir ce que c'est par exemple, les jeunes enfants qui peuvent travailler dans ces mines, dans différentes exploitations. Mon collègue en parlera mieux que moi, je pense. Et c'est aussi un drame politique. Parce que certes, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre du monde, en termes de revenus par habitant en tout cas, mais c'est aussi le continent le plus instable et le continent le plus en proie à différentes formes de violence. Donc, comment est-ce que ce système extractiviste fonctionne et quelle est finalement la clé de ce système pour le faire se perpétuer? C'est une carte de l'Afrique coloniale qui date de 1914, que vous avez là. Et il y a toujours une question qui me percutait quand je regardais cette carte, c'est déjà en étant petit. Vous avez le Congo qui est au centre de la carte, qui est, comme vous le voyez là en bleu clair, qui est un territoire absolument gigantesque. C'est grand comme à peu près 4 fois et demi la France. En plus d'être gigantesque, c'est très bien situé, c'est au centre de l'Afrique. Il y a énormément de voies fluviales, etc., qui permettent d'en faire un carrefour commercial majeur. Et en plus de ça, c'est l'un des territoires, si ce n'est le territoire, qui comporte le plus de ressources naturelles en Afrique. Et ce qui me percutait toujours, jusqu'à assez récemment, c'est de se dire, mais un tel territoire, logiquement, on pourrait penser que toutes les nations coloniales se seraient un peu battues pour s'arracher ce territoire. Et bizarrement, c'est la Belgique qui a réussi à le contrôler. Et ça, je n'arrivais pas à le comprendre jusqu'à ce que je m'intéresse vraiment à la question. Alors, comment est-ce qu'on explique que la petite Belgique, qui est factuellement l'un des États coloniaux, si ce n'est l'État colonial le plus faible de l'époque, arrive à avoir le gros lot? La réponse, c'est que c'est précisément parce que la Belgique était l'État le plus faible qu'on lui a attribué le contrôle du Congo. Pourquoi? Parce que le système extractiviste en Afrique, pour fonctionner, pour se perpétuer, il faut que le Congo, qui en est la pièce maîtresse, qui en est la clé de voûte, soit foncièrement faible. Faible soit de manière indirecte, c'est-à-dire contrôlé par une métropole faible, en l'occurrence la Belgique à l'époque coloniale, ou alors directement faible après les décolonisations, avec des institutions locales faibles, une armée faible, une justice faible, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'un Congo faible, c'est un Congo auquel on peut imposer un peu tout ce qu'on veut et faire à peu près tout ce qu'on veut sur son territoire. Alors qu'un Congo fort, c'est un Congo qui potentiellement peut se révolter et essayer de remettre en question les règles du jeu de l'extractivisme qui ont été établies. Alors, quand est-ce qu'on met en place justement ces règles du jeu? On le fait en 1885 lors de la conférence de Berlin, qui est bien célèbre. La conférence de Berlin sert justement
à concilier les différents appétits coloniaux des puissances occidentales. Et la conciliation qu'ils vont trouver justement sur la question congolaise, c'est de se dire, on va laisser le gros morceau, non pas à la Belgique, mais à un homme, qui est Léopold II, le roi des Belges de l'époque. Et cet homme-là va contribuer à garder le Congo faible, et surtout, il va s'engager en retour à laisser le Congo ouvert. C'est-à-dire que le Congo va devenir ce qu'on appelle un État libre. Qu'est-ce qu'on entend par un État libre ? Libre non pas pour sa population, vous l'aurez deviné, mais libre pour le commerce, en réalité. C'est-à-dire que Léopold s'engage à ce que le commerce, c'est-à-dire le fait de faire transiter des marchandises, notamment par les voies fluviales congolaises, etc., mais aussi le commerce des ressources congolaises, soit toujours et en permanence libre et disponible pour les marchés internationaux. Léopold II devient donc ainsi le premier exécutant de ce système extractiviste africain, et en l'occurrence congolais. N'étant pas un homme particulièrement fin, Léopold il va réussir l'exploit de scandaliser l'opinion publique de l'époque. Donc je vous rappelle qu'on est au XIXe siècle, début du XXe, pas une époque où les gens sont particulièrement très attentifs, on va dire, au bien-être des populations africaines. Qu'est-ce que c'est la colonisation de Léopold II ? On considère que c'est à peu près une dizaine de millions de morts en un peu plus de 20 ans, sur 20 millions de population au total. Donc il a tué la moitié de la population congolaise. Et tout ça ne compte pas les mutilations. La mutilation la plus courante, disons, étant le fait de trancher une ou deux mains des travailleurs congolais qui ne récoltaient pas leur quota d'extraction de ressources. Donc, face à ça, face à la pression internationale, Léopold va rétrocéder sa colonie privée à l'État belge en 1907. L'État belge va se comporter pas vraiment beaucoup mieux. Il y aura un peu moins de gens qui vont mourir. On va plus forcément trancher des mains, mais il y aura toujours du travail forcé. Énormément de gens qui mourront quand même sur ces mines, etc. Et donc l'État belge devient le second exécutant de l'extractivisme au Congo. Et dans toute cette période, les ressources congolaises vont accompagner finalement le développement technologique de l'Occident. Et là, comme on le voit, l'industrie automobile notamment, qui était florissante au début du XXe siècle, était beaucoup, on va dire, dépendait beaucoup justement du caoutchouc du Congo, parmi plein d'autres industries. Tout ça nous mène jusqu'aux années 1960. Dans les années 60, il y a ce qu'on appelle les mouvements de décolonisation dans toute l'Afrique, mouvements qui sont incarnés par un certain nombre de figures révolutionnaires qui s'inspirent des décolonisations asiatiques qui ont lieu une dizaine d'années auparavant. Et à ce moment-là, il devient assez vite clair pour les nations occidentales que la Belgique ne va pas pouvoir garder le contrôle du Congo encore très longtemps. Et donc, l'obsession des grandes puissances occidentales, et notamment des États-Unis, qui se sont démarquées à ce moment-là, c'est de se dire comment est-ce qu'on va faire pour que ce Congo continue finalement à être faible pour qu'on puisse continuer à y prendre toutes les ressources, etc. L'une des premières techniques, on pourrait dire, qu'ils vont trouver, ça va être de saboter l'indépendance. Donc, l'indépendance congolaise sera complètement sabotée dans le sens où il n'y a aucune préparation qui va être faite. Les fonctionnaires belges qui étaient là vont simplement partir du jour au lendemain sans préparer les personnes censées les remplacer. Il y a énormément de documents aussi qui vont être brûlés, tout simplement, des registres fonciers, des registres financiers, des modes d'emploi pour le fonctionnement des infrastructures, etc. En gros, tout ce qui permet
de pérenniser un État va être plus ou moins détruit ou emmené en Belgique, et dans l'idée justement que l'administration se casse la figure. Une autre idée qui va germer à ce moment-là, ça va être aussi celle de morceler le Grand Congo, qui est énorme comme vous l'avez vu, en plein de petits États plus ou moins concurrents, parce qu'on se dit que plein de tout petits pays, c'est plus facile à contrôler quand même qu'un gros Congo. Donc, qu'est-ce que les États occidentaux vont faire? Ils vont commencer à financer des petites rébellions à gauche, à droite, des mouvements sécessionnistes, etc. On leur donnait des armes, les entraîner. Et tout ça va mener à une première guerre civile qui éclate quelques mois après l'indépendance et qui fera passablement de morts. La dernière petite cerise sur le gâteau dans cette stratégie du chaos, ça va être d'assassiner Patrice Lumumba. Qui est Patrice Lumumba? C'est le tout premier ministre du Congo, qui est une grande figure révolutionnaire. C'est une des personnes qui avait mené la révolution indépendantiste. C'est quelqu'un qui jouit d'une très grande aura dans toute l'Afrique. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui avait de très grands projets pour le Congo, notamment des projets de réappropriation des ressources minières et autres congolaises au service du peuple congolais. Ça va pas beaucoup plaire, notamment aux Américains. Et très vite, il va y avoir un complot, notamment fomenté en partie par la CIA et par les services secrets belges pour le renverser lors d'un coup d'État, et puis après le capturer, et puis le faire assassiner. Et puisque tout ça sera toujours pas suffisant, après l'avoir assassiné, on va découper son corps en morceaux, et on va dissoudre tout ça dans l'acide, au point où il va en rester plus qu'une dent, en fait, qui, à ce moment-là, est conservée par un des agents belges qui était présent au moment de cet assassinat. Toute cette stratégie du chaos prend assez rapidement du plomb dans l'aile pour une raison assez simple, c'est que dans les années 60, l'impérialisme occidental mené par les États-Unis est concurrencé par un autre impérialisme qui est l'impérialisme soviétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les soviétiques, à cette époque-là, bénéficient d'une très grande aura un peu dans toute l'Afrique. Premièrement, parce qu'ils ont beaucoup soutenu un certain nombre de mouvements révolutionnaires un peu partout sur le continent, de mouvements indépendantistes. Aussi parce que la Russie jouit d'une perception de seul État, de seule grande puissance européenne qui n'a pas participé à la colonisation de l'Afrique. Parfois, j'entends que la Russie n'était pas un État colonial, c'est pas vrai. La Russie était un État colonial, mais dont le colonialisme était tourné vers l'Asie centrale, tout ce qu'aujourd'hui le Kazakhstan, Tadjikistan, etc. Mais effectivement, la Russie n'a pas participé à la colonisation de l'Afrique. Et puis aussi, il y a toute une rhétorique révolutionnaire, notamment issue du marxisme et surtout du léninisme, qui est anticoloniale et sur laquelle le gouvernement soviétique de l'époque va beaucoup s'appuyer pour un peu charmer différents mouvements. Et donc les soviétiques, ils vont un peu se mêler de ce chaos congolais, en commençant eux aussi à soutenir un peu à gauche à droite certains mouvements de cette guerre civile. Là, vous avez une magnifique photo de Che Guevara, qui n'est pas un soviétique en l'occurrence, mais qui appartient à ce bloc socialiste, qui est allé au Congo pour combattre auprès d'une guérilla. Et donc, face à ça, les Américains vont se dire c'est un peu dangereux finalement cette stratégie du chaos. On va rétro-pédaler et ce qu'on va faire, c'est plutôt une bonne vieille dictature à l'ancienne qui permettra de garder le pays sous le contrôle et de le préserver de l'influence communiste. L'exécutant idéal qu'ils vont trouver pour ça s'appelle Mobutu. Mobutu est un officier, un très jeune officier de l'armée congolaise qui était en contact avec les Américains depuis un certain temps. Et finalement, il va prendre le pouvoir au Congo
en 1965 avec l'appui des Américains et notamment de la CIA. Et très vite, il va mettre en place un grand culte de la personnalité au Congo. Il va changer le nom du pays en Zaïre. Il va mettre en place un système assez répressif et très violent pour le faire. Puis surtout, il va perpétuer ce système extractiviste de prendre toutes les ressources, de les vendre bon marché à ses amis américains. Et dans cette époque-là, le Zaïre de Mobutu va notamment contribuer à une nouvelle révolution technologique, et pas des moindres, vu qu'elle est toujours en cours actuellement, qui est la révolution numérique. La révolution numérique commence dans les années 70 par une invention qui est ce que vous voyez là, qu'on appelle le microprocesseur. Qu'est-ce que le microprocesseur? C'est ce qui permet de miniaturiser l'informatique. L'informatique, ça existait déjà depuis quelques années. L'informatique moderne, en tout cas, a été inventée dans les années 40. Mais dans les années 40, l'informatique, un ordinateur, ça ressemblait à ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ENIAC. C'est un des tout premiers ordinateurs. C'est en 1944, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça pèse à peu près 30 tonnes. Ça prend peut-être la moitié de l'espace de cette salle-là. Et ça coûte 10 millions de dollars à peu près. Donc c'est tout ça. C'est pas juste le plot central, là. C'est tous les équipements que vous voyez. C'est un seul ordinateur. Et en 1971, l'invention du microprocesseur permet de passer de ça à ça. Ça, c'est l'Altaïr 8800, qui est ce qu'on a généralement on le considère comme un des tout premiers ordinateurs personnels, donc PC. Et c'est une petite boîte, un peu comme ça, hein, comme on voit les ordinateurs plus ou moins modernes. Ça coûte à peu près 2000 $, donc on passe de 10 millions à 2000. Et puis c'est accessible en grand nombre, etc. Et donc ça va totalement, une fois de plus, révolutionner la manière de vivre dans les pays occidentaux, mais aussi la manière de produire, parce que l'informatique qui n'était accessible qu'à des gouvernements, des grandes armées, etc., devient tout d'un coup accessible à peu près tout le monde, n'importe quelle entreprise, etc., etc. Et il se trouve que dans cette révolution numérique, une fois de plus, il y a tout un tas de ressources qui vont être nécessaires. Un certain nombre de ces ressources pour produire ces appareils sont des ressources qu'on connaissait déjà bien avant, par exemple le cuivre, mais aussi des nouvelles ressources qui étaient moins importantes avant, qui vont devenir vraiment centrales à ce moment-là, ce qu'on appelle les métaux stratégiques. Tout ce qui est lithium, cobalt, etc., terres rares dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Et ces métaux stratégiques, bingo, une fois de plus, où est-ce qu'on les trouve en très très grande quantité? Au Congo. Et donc le Congo va continuer à être un des épicentres pour fournir cette révolution numérique, qui d'ailleurs est toujours en cours jusqu'à aujourd'hui. Tout ça nous amène jusqu'aux années 90. Les années 90, c'est la chute de l'Union soviétique. Et cette chute-là va entraîner dans son sillage tout un tas de chutes de régimes également en Afrique. D'une part, les régimes socialistes, qui étaient financés et soutenus par l'URSS, vont perdre leur parrain, et du coup, la plupart vont soit s'effondrer, soit se convertir à l'économie de marché, mais aussi une bonne partie des juntes militaires qui étaient pro-occidentales et soutenues par les Américains, parce qu'ils les soutenaient a priori pour faire front à l'Union soviétique. Or, les communistes n'étant plus perçus comme une menace, ces gens-là ne servent plus vraiment à grand-chose, ces juntes-là, et elles sont lâchées par leurs anciens amis américains. C'est ce qui arrive à notre ami Mobutu, qui finalement se retrouve chassé du pouvoir en 1997, après plus de 30 ans de règne, par une invasion militaire donc, qui est fomentée par un certain nombre de pays voisins, qui avaient un peu tous des comptes différents à régler avec lui. Et l'un de ces pays qu'il est important de garder en tête, et surtout l'un de ces régimes politiques en réalité, est le Rwanda de Paul Kagame.
parce que petit à petit, on remarque que ce régime va devenir l'un des nouveaux exécutants de l'extractivisme, du système extractiviste en Afrique centrale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années 90, les États-Unis se retrouvent en Afrique centrale avec les mains libres. Ils n'ont plus le risque des soviétiques, et donc à ce moment-là, revient sur le front, enfin revient dans leur esprit une vieille stratégie qu'ils avaient développée dans les années 60, qui est celle du chaos. Créer le chaos dans les régions minières d'Afrique centrale et notamment du Congo, pour être sûr que ces régions ne se développent pas et qu'on puisse continuer à aller y prendre les ressources à bas prix. Et ils vont à ce moment-là trouver une personne qui vont soutenir et qui pourra permettre d'être l'exécutant local de cette stratégie-là. Cette personne s'appelle Paul Kagame, le dirigeant du Rwanda, qui arrive au pouvoir au Rwanda en 1994 à la suite du génocide des Tutsis qui est perpétré par l'ancien régime qui était en place au Rwanda. Et Paul Kagame bénéficie assez vite d'un très grand soutien américain qui vont notamment le financer, qui vont lui fournir de l'armement, etc., de l'entraînement pour ses troupes, et tout ce genre de choses. Et très vite, il va développer une forme d'obsession agressive à l'encontre du Congo, qui va mener en fait à régulièrement attaquer avec son armée ce pays, et particulièrement un certain nombre de zones minières, qui sont stratégiques toujours dans cette stratégie du chaos. Ça se répercute, enfin, ça se matérialise par à peu près 2 invasions, plusieurs guerres, etc. Et puis, le soutien toujours à des groupes armés locaux, des milices, etc., qui vont aller déstabiliser. Et dans toutes ces régions de conflit, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est qu'il y a du pillage de ressources qui vont être prises sur place, expédiées ensuite au Rwanda, réétiquetées là-bas, et puis, depuis là, réenvoyées à bas prix sur les marchés internationaux pour toujours accompagner cette révolution numérique qu'on vit encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on remarque de cette présentation? Il y a un fil conducteur avec un système qui finalement se perpétue, des exécutants, des visages finalement qui certes se succèdent, sont interchangeables, mais un système qui semble être relativement immuable et dont on ne sait pas vraiment si il a une fin. Pour conclure, parce que j'arrive à la fin de mon temps d'ailleurs, donc je vais faire une conclusion rapide. J'aime bien conclure sur une touche de positivité, on va dire, et sur une lueur d'espoir. Comment est-ce qu'on peut faire pour casser ce cycle? C'est bien de parler des choses qui ne vont pas et de pourquoi elles ne vont pas, mais c'est aussi bien d'essayer d'explorer comment est-ce que les choses pourraient aller mieux dans un futur relativement proche en tout cas. Je dirais qu'il y a 2 grandes manières d'imaginer un futur un peu meilleur que ce qu'on a vu jusqu'à présent. La première manière, c'est ce que j'appelle les solutions macro, qui reposent finalement dans une forme de réinvention de l'État au Congo, et même de l'État en Afrique centrale, et en fait tout simplement de l'État en Afrique tout court, parce que si vous avez été attentif depuis le début de cette présentation, vous remarquerez que l'État au Congo est un pur produit d'importation. C'est-à-dire qu'il a été conçu et imaginé pour répondre à des logiques qui sont exogènes et à des problématiques qui sont exogènes. En l'occurrence, pouvoir fournir les marchés internationaux en ressources bon marché. Et moi, souvent, j'ai des mésententes avec des gens qui me disent mais l'État congolais est complètement incompétent. Et j'ai tendance à dire mais l'État congolais n'est pas incompétent. Au contraire, il est très 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 compétent à faire ce pourquoi il a été pensé et conçu en fin de compte. Et c'est comme si vous essayiez finalement de faire griller un œuf
avec un grille-pain. C'est pas que votre grille-pain fonctionne mal, mais c'est qu'il n'a pas été conçu pour ça. L'État congolais n'a jamais été conçu pour subvenir aux besoins de la population congolaise. Donc l'idée serait de réinventer cet État, de rentrer dans un processus de réinvention étatique pour avoir quelque chose qui est issu de logiques endogènes et qui serait à même de répondre aux problématiques endogènes. Et notamment qui serait à même de préserver le patrimoine notamment humain du Congo et de l'Afrique centrale, mais également écologique, qui est, comme je le rappelle, saccagé par l'extractivisme. Les deuxièmes solutions, c'est ce que j'appelle les solutions micro. Parce que réinventer l'État congolais, ça nous fait une belle jambe, mais ce n'est pas forcément quelque chose que vous et moi, on peut faire dans notre vie de tous les jours. Donc, les solutions micro, c'est ce que j'appelle les solutions écolo, tout simplement. Je pense qu'il faut toujours garder en tête que ce système extractiviste qui a été détaillé n'existe que parce qu'en fin de chaîne, il produit certains biens de consommation qui, en fin de chaîne, sont consommés par des consommateurs comme vous et moi. Et on a toujours tendance à se poncer un peu comme des petites fourmis face à ces mastodontes industriels, face à ces multinationales, etc. Mais n'oublions jamais que ces mastodontes sont ce qu'ils sont uniquement parce qu'il y a des gens comme nous qui consommons leurs produits. Donc, si on réinvente notre manière de consommer de la technologie et qu'on le fait de manière peut-être plus écolo, en se disant, bon, bah, si mon téléphone est HS, parce que mon premier réflexe, c'est vraiment de courir à Interdiscount pour en acheter un neuf, ou est-ce que je peux essayer de le réparer ou d'en acheter un d'occasion, etc. On peut peut-être changer certaines choses. Et aussi, si on a un rapport face à ces grands groupes, à ces multinationales, qui est un peu plus politisé, c'est-à-dire un rapport dans lequel on se permet aussi de leur demander des comptes, et notamment on se permet de leur poser des questions sur quels sont leurs processus de fabrication, sur est-ce que, en fabriquant un iPhone, est-ce qu'on n'est pas en train de détruire des mines, etc., je ne sais où, et d'employer des enfants, eh ben, par certains outils, on a aussi pas mal on a en tout cas le potentiel pour avoir une certaine force d'impact sur eux, notamment par des outils comme le boycott, etc., etc. Je vais conclure ma présentation par cette citation que j'aime bien et que je trouve pertinente. La technologie est un serviteur utile, mais un maître dangereux. Merci. Okay, parfait. Bonsoir, bonsoir. Très content d'être là parmi vous ce soir. Un grand merci en tout cas à Tanguy et toute son équipe d'avoir organisé cet événement malgré les enjeux qu'on connaît. Donc je me présente, moi je m'appelle Jonathan Bondo, je suis d'origine congolaise et je suis né en République démocratique du Congo, arrivé en Suisse à l'âge de 13 ans et j'ai une formation de travailleur social. Donc je m'intéresse pas mal aux structures humaines, aux sciences sociales et donc je suis assistant professeur à la Haute École de Travail Social de Genève. Je suis un master en travail social et fraîchement engagé dans la structure UPIA avec mon collègue Jean-David. Donc moi je vais vous parler de la RDC et puis de l'extractivisme bien sûr, mais plutôt sous l'angle des sciences sociales. C'est vrai que on a eu cette introduction qui était très technique, très historique et qui nous expliquait justement les fondements politiques et économiques, bien sûr, de ce phénomène. Mais effectivement, Jean-David l'a déjà un petit peu introduit, il y a des pertes de vie humaines derrière, et puis il y a des structures sociales en fait qui sont touchées et qui sont ébranlées. Et en même temps, on se dit que comment parler de l'écologie, comment parler du numérique, comment parler de la technologie, comment parler de l'économie sans parler du Congo. On a vu le rôle central que joue ce pays dans toutes ces questions.
Donc ça, c'est voilà, le plan. Hein. On finira bien entendu par à travers les repères historiques, ce que je vais essayer moi de mettre en avant, c'est finalement les impacts sociaux, les conséquences bien entendu sociales, et puis un certain nombre de recommandations, bien sûr, qui sont non exhaustives. Hein. Donc l'introduction là aujourd'hui, enfin l'idée là aujourd'hui, c'est de rematérialiser finalement le numérique pour rehumaniser la population congolaise qui est meurtrie depuis 30 ans pour les technologies modernes, mais qui est meurtrie depuis un peu plus de 4-5 siècles, il me semble. Toujours pour les mêmes, vous verrez que c'est pour les mêmes intentions, pour les mêmes idées. Donc voilà les différents concepts. Hein. On va voir bien sûr l'extractivisme, la mondialisation, le néocolonialisme, l'accumulation de richesses, le travail forcé, etc., etc. Et j'ai aussi eu l'occasion de travailler sur un article scientifique qui mesure justement les enjeux sociaux et les politiques des IA, en prenant comme angle d'entrée cette rematérialisation finalement des intelligences artificielles et puis les repenser un petit peu leur caractère physique plutôt que les usages et les pratiques comme c'est un peu les questions en ce moment. Pourquoi il faut rematérialiser bien sûr le numérique ou avoir cette approche matérialiste du numérique, ça va nous ramener du coup à ce concept d'extractivisme où là on va se poser des questions de la fabrication de ce numérique. Donc là il faut sortir des IA, hein, c'est bien plus global que ça. Dans quelles conditions est-ce qu'on produit le numérique? Est-ce que le numérique peut être produit? Hein, c'est vrai que c'est très loin de nous. Hein. On a l'objet, on a le téléphone, mais on ne se rend pas compte de toute la machine humaine qu'il y a derrière. Et puis, à partir de quelles ressources? Jean-David, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, le coltan, le cuivre, le cobalt, etc. Voilà, en 1892, Jules Cornet lui parlait de scandale géologique. Hein. Ça, c'est les différentes matières premières qu'il y a au Congo, et la liste est non exhaustive, très franchement, croyez-moi. Et bien sûr, la forêt équatoriale qui est le poumon du monde, et puis les terres arables qui ont été détruites, bien sûr, parce qu'il fallait entrer dans un mode de production industrielle. Donc là, on passe du scandale, du magnifique scandale géologique qui avait un air glorieux au scandale humain, humanitaire, politique, socio-économique, et on y entre finalement par le capitalisme primitif comme grille de lecture. Bon, le capitalisme primitif, qu'est-ce que c'est? Le capitalisme primitif, c'est en fait cette phase, ça c'est Marx qui le théorise pas mal, Jean-David en a parlé tout à l'heure, c'est cette phase historique finalement qui précède la colonisation de l'époque belge, donc par Léopold II aussi. Effectivement, là, il y a déjà ces besoins, il y a déjà ce mode de production où on doit accumuler les richesses. Hein. Et pour pouvoir les accumuler, bien sûr, l'extractivisme au Congo en fait partie, mais pas l'extractivisme qu'on voit depuis les années 90. Hein. C'est pas de cet extractivisme-là qu'on parle. Là, on voit bien que c'est une relation qui est un peu plus profonde, qui est un peu plus lointaine dans l'histoire. Donc là, ça va être important finalement de convoquer ce temps long pour explorer les racines, les conflits actuels, historiciser, et puis essayer de comprendre les différentes dynamiques. Hein. Là, Jean-David vous a un petit peu aussi parlé les nouvelles frontières qui ont été dessinées à la conférence de Berlin. Avant la conférence de Berlin, ça, c'était cette partie jaune là, c'était le royaume Congo. Et puis on voit bien, vous voyez déjà là que, bien sûr que ces frontières n'existaient pas avant. Donc une fois qu'on a tracé les nouvelles frontières, on peut bien se rendre compte finalement des structures familiales, des structures sociales qui sont touchées. Et puis là, bien sûr, les peuples, les populations n'ont bien sûr pas été conviées à la discussion pour dire non mais attendez là, comment est-ce qu'on peut faire? Donc c'était fait depuis Berlin. Alors ça c'est juste pour illustrer un petit peu
ce territoire du Royaume Congo. Donc là, on voit, hein, ça c'est la carte d'Afrique avant cette conférence de Berlin, et puis ensuite, on verra bien après comment, à quoi l'Afrique ressemble maintenant. Donc, il y a la découverte, hein, je vais bien mettre les guillemets, de l'embouchure du fleuve Congo par l'explorateur Diego Cao dans les années fin 1400. Et ça explique finalement ces logiques de prédation, parce que dès l'arrivée de Diego Cao, une vingtaine d'années après, hein, au début du XVIe siècle, pardon, il y a cette traite négrière qui commence au Royaume Congo. Bien sûr, c'est les prémices de la mondialisation pour commercer. Et ça, c'est un élément essentiel qu'il faut qu'on retienne. Finalement, le lien, ce qui traverse en fait toute cette histoire, c'est le commerce et puis le territoire comme champ de domination. D'accord ? Bien sûr, on voit le commerce triangulaire. Bon, voilà, les hommes et les femmes sont déportés. Et puis là, on se rend bien compte à quel point finalement les structures sociales sont démantelées, avec des dégâts sociaux qui sont assez importants. Pardon. On dénombre environ 13 millions de déportés, hein, en masse entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle. Excusez-moi. Là, on n'a pas encore compté le nombre de pertes de vie. Donc là, on voit bien cette relation finalement asymétrique entre le Nord qui veut absolument détenir cette force, enfin le travail, et puis qui met bien sûr l'Africain, en l'occurrence là, le Congolais, au travail pour produire ces richesses auxquelles le peuple congolais ne bénéficie pas du tout. Donc on va pas, on passe très rapidement là-dessus. Bien sûr que toute cette redéfinition de terre, bien sûr, ça va jouer un grand rôle sur le bouleversement, enfin sur les identités des personnes. Les identités sont bouleversées, les communautés sont séparées, et puis voilà, ces nouvelles frontières font que les communautés doivent en fait se réorganiser. Et vous verrez bien que encore aujourd'hui, finalement, Jean-David vous a parlé de ce qui se passe au Congo aujourd'hui. On reste toujours dans cette même dynamique, hein, où les communautés doivent encore et encore s'organiser, se réorganiser. Il y a des pertes de vie. On a l'impression un peu que c'est une histoire en perpétuel, finalement, recommencement. Hein. Ça, c'est l'actuelle carte, on ne va pas revenir dessus. Voilà, on a la République démocratique du Congo, qui est là en plein centre, avec l'équateur qui traverse. Donc l'équateur, c'est vraiment la forêt équatoriale, la raison pour laquelle on vous a dit que c'était le poumon, hein, le poumon de la planète. Ça, c'est le sous-sol du Congo. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Non, ça ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave. Vous voyez là, à l'est du Congo, enfin pas qu'à l'est, hein, il y a les différentes matières premières, hein, dont vous a parlé aussi Jean-David tout à l'heure. Et puis, retenons bien que c'est dans cette zone-là que sont perpétrés les viols en masse aujourd'hui, et voilà, où tous les conflits armés en République démocratique du Congo. C'est quand même étrange de toujours faire ce lien entre la matière première et les conflits et les pertes de vie. Cette accumulation de ressources, hein, puisqu'on est dans cette théorie d'accumulation, hein, le Congo détient 4 trillions de dollars en matière de ressources, de matières premières. Ça représente, si je ne dis pas de bêtises, 4 000 milliards. C'est ça, 4 000 milliards de dollars. Le Congolais ou la Congolaise, aujourd'hui, vit avec, vous savez avec combien de dollars on peut vivre par jour en moyenne? Essayez. Le salaire, il est autour de 100 dollars. Ouais, le salaire moyen, ouais, effectivement, autour de 100 dollars, mais 1,25 $ par jour. Dans un pays qui détient 4 000 milliards de dollars en matières premières. Il faut bien sûr, comme a dit Jean-David, le maintenir sous une certaine hégémonie, laquelle
vous voyez bien où je veux en venir. Cette industrialisation occidentale du XIXe siècle, bien sûr, on n'a pas du tout besoin de cette matière première, et on est toujours dans cette continuité, dans cette logique, dans cette suite logique finalement où voilà, il faut accumuler du capital, et puis là c'est le roi Léopold II qui est bien présent dès la fin du XIXe siècle. Ça, c'est une citation que j'ai tirée d'un ouvrage qui dit « Les mains coupées, mais c'est idiot, je leur couperai bien tout le reste, mais pas les mains. C'est la seule chose dont j'ai besoin au Congo. » C'est le roi Léopold II. Jean-David, vous avez dit tout à l'heure, il y avait de la controverse et il y avait aussi un certain nombre de questionnements en Occident. Mais voilà ce que disait le roi Léopold II, on voit bien, lui-même qu'il avait conscientisé qu'il avait besoin, qu'ils avaient besoin de ses mains. Et là, on en revient à cette production insuffisante de caoutchouc. Et là, ce qui est intéressant, ce qu'on n'a peut-être pas vu dans l'image que Jean-David nous a montré tout à l'heure, avec ces individus, avec ces personnes qui avaient les mains coupées, à la différence là, c'est que si vous voyez au fond, il y a des personnes qui observent. Et les mains coupées, c'était aussi un moyen, non seulement déjà pour la personne qui coupait les mains, pour démontrer qu'elle avait de l'autorité, et puis pour montrer qu'elle était fidèle finalement au pouvoir en place, mais c'était aussi pour créer de la terreur et de la peur. Et cette terreur et cette peur, c'est ce qui continue d'alimenter en fait les structures sociales aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et pas qu'à l'Est d'ailleurs. On peut aller à l'opposé, à Kinshasa, les gens ne sont pas plus tranquilles non plus. Donc on voit que ces attitudes de prédation-là, en fait, jouent un rôle très important dans ce que les uns et les unes observent des autres. Ah mais attends, mais voilà, là, les mains coupées, est-ce que je vais vraiment oser résister à ce qui se passe? Est-ce que je vais vraiment oser résister à ce travail forcé? Bien sûr, il y a eu de la résistance, attention. Et là, je n'entre pas ici, on n'a pas du tout le temps. On n'entre pas du tout dans les micro-conflits, dans les micro-guerres. Jean-David vous a parlé des guerres de 97 et tous les autres conflits, mais voilà, là on va pas y entrer, on va vraiment rester en surface, mais plutôt pour montrer finalement les dégâts humains de cet extractivisme. Ces lianes sanguinaires, écoutez, il y avait quand même une rhétorique ici en Occident qui parlait de la mission civilisatrice. Alors, civiliser qui? Civiliser quoi? Est-ce qu'on peut civiliser les gens en coupant les mains? Donc, on se rend bien compte à quel point, en fait, on était très, 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 très loin des réalités africaines, depuis l'Occident. Et là, il y a un consensus qui se met en place où on parle environ de 10 millions de pertes de vie, justement, entre 1885 et 1909. Là aussi, toujours, on en revient à cette destruction des structures sociales congolaises qui sont détruites parce qu'il faut à chaque fois se renouveler. 10 millions de pertes de vie dans ces années-là, il faut vous rendre compte que ça dépeuple un territoire. Ouais. Alors la RDC joue un rôle assez paradoxal dans la guerre, parce qu'elle vit la guerre, mais en même temps elle permet aux autres de gagner des guerres. La conquête spatiale, par exemple, le coltan, c'est une matière qui est très utilisée pour la conquête spatiale, si ce n'est pour nourrir justement les fameux serveurs. Mais là, le lien est encore plus indirect, là, parce que, du coup, Hiroshima et Nagasaki, 18 000 tonnes d'oxyde d'uranium. Bien sûr, c'est la Belgique qui détient, bien entendu, la matière, qui la vend aux États-Unis. Là, de nouveau, le Congo est gagnant, mais pas du même angle, pas du bon angle, pardon. On entre bien sûr maintenant dans les conséquences de cette histoire, de cet extractivisme. J'ai essayé un petit peu d'aller assez vite parce que mon collègue vous a apporté un certain nombre d'éléments. Mais dans les conséquences, en tout cas, que j'ai voulu, moi, mettre en avant, on parle de cette mort sociale, où on est finalement exclu de la société. À l'époque déjà, à l'époque de la
de la traite négrière, on était exclus de la société, hein, on était invisibilisés socialement, même si physiquement on était présent, on n'avait aucun droit. Aucun droit voilà, on pouvait pas, il n'y avait pas d'identité déjà, et puis bon, voilà, les familles étaient comme ça décimées, et puis on n'avait finalement pas le droit d'avoir une famille quand on le désirait, quand on le voulait. On est toujours dans la continuité de ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Et bien sûr, cette mort sociale, bon ben voilà, va détruire le statut social. Il faut savoir qu'à l'époque, ces communautés étaient organisées, il y avait des tribus, il y avait des ethnies. Mais bien sûr, là, il n'y a plus aucun statut social. Il faut tout refaire. Il faut repartir de zéro. Hein. Et bien sûr, ça vous rend, bien entendu, dépendant de l'hégémonie occidentale, puisqu'il y a cette mort sociale. L'humain devient une marchandise, une chose. Voilà, il y a cette chosification où on vous prend ici, on vous mène là, on vous emmène là, et puis sans vraiment tout à fait pouvoir tisser des liens ni avec l'endroit où vous êtes, ni avec les gens avec qui vous êtes. Hein. Là, c'est très difficile finalement en fait de voir, de faire des plans finalement, de planifier l'avenir. Donc là, cette société-là, elle est totalement bouleversée. Et systématiquement, en fait, on est vraiment une marchandise. Et ça, je pense qu'il faut qu'on intériorise ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le Congolais ou la Congolaise est une marchandise ? Peut-être pas, mais en tout cas, le sort du Congolais ou de la Congolaise, il n'est pas du tout réfléchi, en tout cas pas aux bons endroits. On a parlé tout à l'heure du dépeuplement, pardon, on va pas y revenir, mais bien sûr, il y a aussi les dynamiques familiales finalement qui se retrouvent aussi touchées. Il y a des migrations forcées, et puis il y a aussi de la marginalisation, parce qu'en fait, qui dit migration forcée, forcément, on dit que voilà, et d'ailleurs, ça peut causer des conflits internes, parce que bon bah voilà, on a dit qu'à l'époque, ces communautés étaient organisées comme ça en tribus. Et puis forcément que quand il y a des déplacements comme ça pour fuir finalement la prédation, ben vous imaginez bien finalement les micro-conflits aussi qu'il peut y avoir dans cet espace. Bien sûr que le taux de mortalité avait drastiquement augmenté, et j'aimerais insister peut-être sur la double domination de race et du genre pour les femmes. C'est-à-dire les femmes, à cette époque-là, et encore aujourd'hui, étaient perçus premièrement comme des esclaves, bien sûr, pour produire de la valeur, pour travailler, et aussi pour reproduire. Bien sûr, parce que qui dit le taux de mortalité qui a augmenté, mais bien sûr derrière, il fallait obliger les femmes à faire ce travail de reproduction, avec tous les dégâts que ça peut causer chez une personne. Moi, j'aime bien cette appellation de phénomène total. On va peut-être pas passer toutes les conséquences en revue, mais ça va être important finalement de se dire qu'à cette époque-là, déjà dans le passé et même aujourd'hui, il faut le voir comme un phénomène social total. C'est-à-dire que c'est très important de maintenir le Congo dans une sorte de dépendance économique, dépendance culturelle. Donc il y a pas de... Les individus ne peuvent pas et ne doivent pas capitaliser sur l'humain. Chose qu'on le sait très bien, en sciences sociales, c'est très très important d'avoir un certain capital social, culturel et bien sûr qui s'accompagne aussi du capital économique. Hein. Et revenons peut-être sur l'économie d'enclave, qui fait aussi partie des conséquences actuelles, c'est que on est là dans un environnement où la pêche, la chasse, la cueillette ne sont plus des moyens de production. Il faut industrialiser, mais pas n'importe comment. Tout ça est organisé toujours pour pouvoir maintenir la domination. Et puis cette économie d'enclave, finalement, c'est le fait de dépendre que d'un seul moyen de production, d'une seule ressource, qui en l'occurrence là, la ressource minière. Et puis ça, bien sûr, forcément, ça, c'est un risque de conflit majeur, parce qu'on a vu maintenant
vous l'avez vu avec Jean-David tout à l'heure, l'enjeu entre le Congo et le Rwanda, bien sûr, pour avoir accès justement à cette économie d'enclave. Alors, il y a 3 décennies, depuis les années, on fait un énorme bond en avant. Je sais que c'est pas facile. Accrochez-vous encore 5 petites minutes. Donc là, aujourd'hui, on entre à l'ère numérique, à l'ère de la technologie. Là, on voit sur cette carte, bien sûr, on voit les zones de conflit qui sont très en lien finalement avec les matières premières. Donc, vous avez la liste de matières premières ici à gauche, et puis vous avez les zones de conflit là à droite. Et bien sûr que ces matières premières sont le catalyseur finalement de tous les conflits. Et bien entendu, il y a des concepts qui sont maintenant discutés. On parle de la fièvre du coltan, on parle des minerais de sang. Et pourquoi on parle de la fièvre du coltan? Bon, ben voilà, parce qu'on est dans une économie où il faut absolument qu'on ait cette matière première, sinon on ne s'en sortirait pas. On est totalement dépendant du Congo, en fait. Pourtant, la dépendance, la soi-disant dépendance, s'est faite à l'inverse. Voilà, la présence du coltan, un peu partout. C'est flou, comme image. Mais un peu partout, voilà, on a les énergies vertes, voilà, le développement, et puis il faut travailler sur la transition énergétique. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a un contraste, c'est ça. Pour que ces énergies vertes, et puis pour qu'il y ait tout ce développement, il y a ces enfants. Là, c'est une photo qui a été prise, qui a été certainement travaillée par les intelligences artificielles, mais voilà, effectivement, il y a des enfants qui travaillent dans les mines encore aujourd'hui. On dénombre un certain nombre d'enfants qui sont touchés dans leur santé mentale et physique d'ailleurs, parce qu'en fait, ces matières-là, le fait d'inhaler, en fait, les poussières, causent des dégâts au niveau du développement. Et puis, vous imaginez pour les femmes, et aussi pour les femmes enceintes, en fait, il y a des enfants qui naissent avec des grosses déformations. Là, c'est un camp de réfugiés. En 2024, 1 million de déplacés, c'est juste. Rien qu'en 2024, 1 million de déplacés. Et puis ces déplacés, ces 1 million de déplacés, on les menace encore une année après en leur disant écoutez, il faut vite partir, sinon, parce que voilà, les rebelles sont en train d'arriver. Enfin, on ne va pas entrer dans ce détail-là. J'avance un petit peu. Ça, c'est l'histoire avec les serveurs, etc. Vous avez un petit peu vu ça avec Jean-David. Il a quand même eu un rapport mapping, un rapport très sérieux qui parle justement de cette malédiction de la ressource. Ce rapport qui recense un certain nombre d'actes de violence entre 1993 et 2003. C'est un rapport qui a été publié en 2010. Il est un peu vieux maintenant. Il me semble qu'ils sont en train de travailler sur un deuxième rapport. Et puis là, on voit, il y a 3 modèles. Ce rapport-là, le but, si vous voulez, il n'est pas du tout de faire un procès, mais c'est plutôt des considérations. Donc, par rapport au modèle et au modèle opératoire et aux différents actes et à l'identification finalement des victimes, on peut parler de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide. Mais le génocide, l'aspect génocide, là aussi, il est assez discuté parce que effectivement, il y a un génocide, mais à des fins économiques. Donc là, on est vraiment en train de... Voilà, il y a toutes ces notions qui sont en train d'être discutées et d'être rediscutées. Et là, on entre... Là, j'ai rajouté, c'est écrit très petit, mais en brun foncé, j'ai rajouté un certain nombre d'éléments qu'on ne retrouvait pas forcément dans les conséquences de l'époque précoloniale et de l'époque coloniale. Donc il y a la désagrégation du tissu social qui n'était pas autant fort que maintenant. Cet extractivisme moderne, enfin cet extractivisme de cette époque-ci, qui est finalement comme une sorte d'esclavage moderne, parce que bien sûr il y a le travail d'enfants, il y a le travail forcé, etc. Et puis il y a des viols systématiques de femmes qui est utilisé comme arme de guerre pour déshumaniser justement. On a parlé de la réhumanisation, tout à l'heure. Et là, effectivement, ces viols systématiques, c'est pour déshumaniser la population congolaise.
Et puis finalement, voilà, d'avoir un poids comme ça assez négatif sur les structures sociales du Congo. Bien sûr, il y a le bouleversement de la biodiversité, on en a discuté tout à l'heure. Et puis, bien entendu, il y a l'atteinte à la santé publique, mais dans un pays où justement, voilà, on est totalement, presque totalement dépendant à des aides extérieures parce que c'est un système qui a été conçu comme tel. Avec Jean-David, on a eu l'opportunité de faire un petit rapport pour une association qui œuvre pour les filles victimes de violences basées sur le genre. On trouvait quand même important, alors ce rapport il est confidentiel pour le moment, il n'a pas encore été publié. Effectivement, on trouvait intéressant de vous exposer finalement les différentes conséquences. On a des blessures, des maladies sexuellement transmissibles, des grossesses non désirées, dans un contexte, en fait, dans un contexte de guerre. Il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Trouble du développement chez l'enfant, bien sûr, qui va naître, chez ces enfants qui naissent de viol, en général. Stress post-traumatique, bien sûr, anxiété, dépression, des cauchemars la nuit. Il y a une perte énorme d'estime de soi. Comment est-ce qu'on fait pour construire et où reconstruire une société quand la plupart des gens, la plupart des femmes dans une région ont cette perte d'estime de soi, mais pas parce qu'elles l'ont choisi, mais voilà, parce qu'il y a cette histoire-là qui leur est imposée. Et puis, voilà, il y a aussi des problématiques de rejet par la famille, parce que, voilà, en tant que femme ayant subi ces viols, et souvent, en fait, le problème, c'est qu'il y a aussi un modèle opératoire, c'est que ces rebelles violent ces femmes souvent devant leur famille, ou devant leur mari, ou devant leurs enfants, ou disent à l'enfant de violer la maman, etc. Enfin, on ne va pas vraiment entrer dans les détails de tout ça, on y passerait vraiment des heures. J'ai eu l'occasion de participer à une séance de travail à l'ONU avec Jean-David, où on répertoriait 10 modèles opératoires de violence basés sur le genre. 10 modèles. C'est comme étonnant. C'est énorme. Et tout ça, en fait, ça joue sur la société dans laquelle sont censées se développer ces personnes. Ça va? C'était pas trop dense? Hein? On va finir quand même par les recommandations qui sont systémiques. Bien entendu, on a parlé tout à l'heure de mettre un cadre réglementaire au niveau international et régional, parce que forcément, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qui fait finalement qu'il y a cet extractivisme, et puis que les choses soient comme ça, pas contrôlées. Donc il faut renforcer ça, il faut renforcer aussi la capacité institutionnelle, autant internationale que locale, diversifier l'économie, on l'a dit tout à l'heure, une région qui ne dépend que d'une seule matière, que d'une seule entrée finalement économique, c'est très compliqué. Mais diversifier l'économie aussi pour nous, d'accord ? Faut pas voir ça que dans le cadre du Congo, et puis bien sûr opter pour une économie circulaire du numérique, Jean-David vous en a parlé tout à l'heure, recycler, etc. Ou en tout cas réfléchir, repenser ces modes de production des outils. Et puis en bas, c'est un peu plus individuel. Prise de conscience individuelle et collective en communauté comme on le fait aujourd'hui. Sensibiliser sous un très large spectre. Aujourd'hui, on est dans une université. Le mois dernier, on était dans un hôpital. La semaine prochaine, on sera dans un... Je ne sais plus exactement, j'ai plus les dates en tête. Mais enfin, voilà, on diversifie vraiment. Et puis, c'est très, très, très important de s'informer. Politiser la problématique, c'est très important que ces questions se posent aussi dans le milieu politique. On a là une conseillère communale. On a une conseillère communale, merci d'être venue, d'ailleurs, Naomi. Voilà, qui pose aussi ces questions au niveau communal. On fait des actions. Il y a tout un projet qui est en train de se mettre en place pour en parler au Parlement suisse. Donc, voilà, on essaie vraiment d'atteindre différentes sphères. Repenser nos consommations individuelles, bien entendu, sans paternalisme aucun. Et puis se politiser pour celles et ceux qui peuvent. Et moi, je finirai par cette petite phrase. Si la boulimie des métaux devient la pierre angulaire de nos modes de vie contemporains, reprendre le contrôle sur nos méthodes de production devient impératif. J'ai bien dit reprendre le contrôle.
Est-ce qu'on a déjà eu le contrôle? Ça, c'est une grande question. Et finalement, c'est ce qui devrait nous permettre, normalement, de sortir de ce paradigme qui postule pour des... Voilà, quand il y a la paix, il y a forcément des conséquences. On peut faire autrement, je pense. Et puis, c'est le fameux génocide dont je vous ai parlé, parce que le terme génocide n'est pas du tout suffisant pour expliquer ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Ça va. Hop là. Merci beaucoup pour votre attention. Si jamais il y a un apéro qui est préparé dehors. C'est quand j'ai... Merci. Non, c'est pas grave, je pose. Non, je disais qu'il y a un apéro qui est préparé dehors, donc si vous avez faim ou vous voulez manger, il y a de quoi après. Mais je pense qu'on va prendre un peu de temps pour des questions. Peut-être pas trop longtemps parce que ouais, ça commence à durer. Je pense que ça fait 1h20. Je ne sais pas si on peut un peu, si on peut avoir des idées de. Si vous faites un peu comme ça, c'est que vous êtes préparé à quand même poser des questions et à attendre un petit peu, ou si vous êtes plutôt comme ça, c'est que ça commence à être long. Je propose d'avoir un peu la température de la salle, si ça vous convient. Ok, les questions. Ok, ça marche. Ah ouais. On peut en prendre plusieurs. C'est un nuage de questions. Ouais. Non, là, c'était pour la température de savoir. Ok, d'accord. Ah, j'ai cru que c'était toutes les personnes qui avaient des... Ok, pardon. Je me suis dit... beaucoup de questions. Pardon. Pas de souci, pas de souci. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions. Ouais. Ok. Ouais, on a ici les micros. Merci. Alors, ma question, c'est surtout sur la première conférence au niveau des solutions. On a parlé des solutions micro et j'ai l'impression que dans les pays occidentaux, on commence un peu à s'en rendre compte. Mais est-ce que vous voyez cette solution possible dans les pays africains, dans le sens où, je vais donner un exemple. Moi, je viens du Cameroun. Et au Cameroun, il y a je pense dans plein de pays, ou même nous, où on veut toujours le nouveau. On veut toujours le dernier iPhone, le dernier Samsung. Et ces pays africains, ils sont encore dans cette idée-là. De si j'ai ce dernier téléphone, je suis quelqu'un de bien. Donc, est-ce qu'il y a cette solution micro? Est-ce que c'est pensé aussi dans les pays africains? Est-ce que c'est déjà mis en place? Est-ce qu'il y a des mobilisations pour aussi sensibiliser les pays autour du Congo? Ou c'est ça, cette cinquantaine de pays en Afrique. Ouais, il fonctionne. C'est une très bonne question. Parce que c'est vrai que nous, étant ici en Occident, on pense souvent à nos modes de consommation. Mais le continent africain est mine de rien un continent où il y a 1,5 milliard de consommateurs et dans lequel il y en aura bientôt 2,5 milliards, je crois, à l'horizon 2050. Et donc c'est très important de se poser aussi ces questions du rapport qu'on peut avoir à la consommation en Afrique. Et ce qui est... pour aller dans la continuité de ce que tu as dit, enfin je sais pas si on peut se tutoyer, mais il y a quelque chose qui est très intéressant aussi quand on se balade dans différents pays africains, c'est que justement il y a ce rapport à la nouveauté et il y a aussi ce rapport à ce qui vient d'ailleurs. Souvent, ce qui est considéré comme étant bien, comme étant prestigieux, c'est non seulement ce qui est nouveau, mais voilà ce qui vient d'Europe ou ce qui vient des Émirats Arabes Unis. Par exemple, moi, je suis congolais d'origine, mais j'ai eu l'occasion d'habiter dans la Corne de l'Afrique, en Éthiopie. J'ai habité un peu dans ce pays. Et là-bas, ce qui était super à la mode, c'était tout ce qui venait de Dubaï. Si un truc, n'importe quoi, même si c'est un truc tout éclaté, hein, mais si ça vient de Dubaï, tout le monde va vraiment aimer ça et trouver que c'est super bien. Et effectivement, il y a tout un... Quand j'expliquais qu'il fallait peut-être créer ce mouvement de
conceptualisation de ce qu'est l'État, ça passe aussi par une réflexion de reconceptualisation de ce qu'est le rapport à la consommation en réalité, et de réappropriation, de réappropriation des ressources, et de se dire, finalement, consommer c'est bien, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi penser à consommer local et à valoriser aussi ce qui est local, etc., ce genre de choses. Il y a un énorme travail à faire dans la valorisation, en fait, parce qu'il y a énormément de savoir-faire, en Afrique, mais souvent le problème, c'est qu'ils ne sont pas forcément valorisés par les gens, parce qu'on va toujours vouloir ce qui est de l'extérieur. Et pour ce qui est des organisations qui pourraient effectivement militer pour ça, il y en a certaines, par exemple, Génération Lumière. Imaginons, bon, eux maintenant, c'est une organisation, une ONG justement congolaise qui parle de ces questions-là justement liées à l'extractivisme et à la consommation de technologies en Afrique. Bon, maintenant, ils sont en Europe maintenant. Ils habitent plus, ouais. Donc, ça existe effectivement. C'est quelque chose qui existe. Peut-être, c'est bon, j'ai le mien. Ouais. Et peut-être rajouter à ça, on a parlé tout à l'heure de la suite logique et de ce qui a été installé dans la tête des personnes colonisées finalement, le fétichisme de la modernité. Il faut sortir finalement de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Et c'est comme ça que ça a été. C'est comme ça que ça a été raconté. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les bibliothèques ont été brûlées pendant les colonisations. C'était bien pour pas qu'on puisse, en fait, pour que l'histoire soit racontée autrement. Et maintenant, on est dans un autre paradigme où l'histoire va à nouveau se raconter autrement, parce que cette fois, c'est nous qui allons raconter l'histoire. Parce qu'effectivement, il y a des prises de conscience, autant sur le continent que dans la diaspora, même des personnes qui sont européennes, qui ont conscience en fait de tout ça aussi. Il y a aussi les réseaux sociaux qui aident beaucoup pour communiquer. Bien sûr, il faut faire attention à ne pas entrer dans le paternalisme, mais voilà, c'est systémique. C'est en même temps identitaire, en même temps économique, en même temps sociologique, et oui, ça doit se transmettre en tout cas. Consommation. Il y a le micro est là, mais je crois qu'il y a un deuxième. J'ai juste une question sur un terme que tu as utilisé tout à la fin. Je ne sais pas si ça m'a échappé. Le génocoste, est-ce que tu peux un tout petit peu développer? Bien sûr. Alors, le génocoste, c'est vrai que c'est un concept, si je ne me trompe pas, qui n'est pas encore entré ni dans la tête finalement de la société, ni dans le champ politique, ni dans le champ juridique. Donc ce génocoste, c'est quoi? C'est de se dire, on a le génocide. Si on prend l'exemple pour pas aller trop loin, on a par exemple le génocide au Rwanda, d'accord, où on a une ethnie qui veut volontairement disséminer une autre ethnie, un autre groupe social. Ok. Bon, ce qui se passe au Congo, c'est aussi un génocide, sauf que là, la motivation principale, justement, c'est pour avoir accès à ces minerais, et puis ces minerais qui sont très en lien avec finalement le développement économique. Donc voilà, on est dans un génocide pour l'économie finalement. Le terme cost, c'est... En fait, Non, vas-y. Le terme génocoste, si je dis pas de bêtises, il a été inventé dans les années 2000 par certains activistes congolais. C'était une campagne, en fait, à la base, pour sensibiliser les médias. Et ils ont utilisé ce terme cost pour le coût, en réalité. Voilà, c'est ça qu'ils ont trouvé. Et petit à petit, c'est un terme qui est rentré dans le langage courant au Congo. C'est un terme qui actuellement est reconnu au Congo, notamment par les autorités. C'est pas encore rentré dans le langage courant dans les pays européens, par exemple.
C'est aussi l'occasion justement de parler du coup sanglant finalement qu'il y a derrière cet extractivisme. Oui, je pense, son micro, ça joue ou avec Oui, en fait, j'ai une question par rapport à ce que vous avez montré, la carte de la RDC que vous avez montré là où il y avait à l'est du pays, où il y avait la guerre et de l'autre côté, il y avait, je pourrais le dire, paix. Pourquoi? Parce que moi, je veux juste savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour sensibiliser les jeunes Congolais. Je suis né et grandi à Kinshasa. Je n'ai jamais entendu un coup de feu de ma vie, mais logiquement, je suis né dans un pays où on dit il y a la guerre. Mais moi, né et grandi à Kinshasa, donc je n'ai jamais entendu de ma vie un coup de feu. Mais il y a un problème où je me dis qu'est-ce qu'on doit faire pour sensibiliser ces jeunes en fait? Parce que nous, jeunes, parce que j'ai remarqué une chose, lorsqu'on tue nos frères et sœurs à Goma, c'est là qu'on se réveille. C'est là que nos compatriotes aux États-Unis, au Canada, partout en Europe, ils se réveillent. Mais maintenant, là, on a ce qu'on appelle, il y a une calamité, donc il y a une paix passagère, il n'y a rien qui se passe maintenant. Tous les Congolais sont retournés retoucher leurs manches en train d'attendre, bon voilà, on va attendre une solution descendre du ciel, mais pourtant, on doit faire quelque chose. Mais je trouve que rien. Certes, on a marché, mais où sont les solutions? On doit toujours continuer à marcher parce que la guerre continue toujours, il n'y a pas la paix. Qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour sensibiliser cette partie de la RDC qui n'est pas en guerre? Voilà. Ok, ouais, je comprends bien. Bon, pour la petite histoire, effectivement, hein, il y a ces mouvements, ces guerres ont toujours été déclenchés justement en dehors de Kinshasa, mais souvent effectivement en 97 par exemple et en 2000. Jusqu'en 2001, pardon, il y a eu voilà la guerre s'est aussi déplacée à Kinshasa, bien sûr, qui est une zone beaucoup plus tranquille, disons les choses comme elles sont. Bon, maintenant vous parliez de la mobilisation du Congolais et puis finalement cette organisation qui est un petit peu enfin, cette logique qui voudrait bon ben voilà qu'il y ait des événements majeurs et c'est à ce moment-là qu'on se réveille. Écoutez, ça peut s'expliquer par une construction sociale déjà premièrement. Bon, nous, c'est vrai, effectivement, on fait partie de la diaspora, on est à l'Occident, on a un certain mode de vie, je pense. C'est pas une excuse, mais ça permet d'expliquer. Hein, voilà, tout le monde doit bien sûr très vite retourner vaquer à ses occupations, premièrement. Deuxièmement, effectivement, il y a un manque de documentation, un manque de savoir énorme autour de ça. Ça c'est un énorme, et ça, c'est en masse, vous voyez? Donc, cette méconnaissance de masse fait que finalement, ben, c'est difficile, en fait, de maintenir, si vous voulez, l'énergie et le temps et le regard vers ce qui se passe à Goma. Okay, maintenant, ce qu'on peut faire aujourd'hui, effectivement, bon, ben, on est à l'ère des réseaux sociaux. Il faut que chacune se mobilise. Et bien entendu, hein, on sait très bien que voilà, il faut se mettre en groupe pour que ça retentisse. Bon, on a parlé de la révolution industrielle tout à l'heure, et même ici en Occident, hein, quand il y a eu je sais pas si vous êtes familière ou pas, mais avec les crises juste avant l'État-providence en politique sociale, il y a eu une conscientisation individuelle, certes, mais il y a des groupes qui se sont formés. Et en fait, les Congolais, autant les Congolais que les non-Congolais doivent se mobiliser. Mais avant de se mobiliser, faut-il encore comprendre? Vous avez vu à quel point c'est complexe. Il nous a fallu 1 heure où je crois qu'on a dépassé le temps, à nous deux, et on n'a pas du tout évoqué tous les autres aspects. Donc, on a dit, il faut en parler, et en même temps, effectivement, je vous rejoins, parce que il y a aussi un climat politique au Congo qui n'est pas évident. Vous voyez, c'est-à-dire, puisque l'extractivisme est devenu le seul modèle, enfin, qui permet justement à s'en mettre plein les poches, finalement, on se retrouve très 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 facilement à être corrompu, quoi. Et la contrebande prend énormément de place dans ce pays-là. Et là, on a parlé du Congo et du Rwanda, mais on n'a pas parlé de l'Ouganda, on n'a pas parlé de la Tanzanie, on n'a pas parlé de la République centrafricaine, on n'a pas parlé de la Suisse, on n'a pas parlé de
des États-Unis, du rôle de la France actuellement. Enfin, c'est très complexe. Il faut absolument se documenter. Je vais ajouter aussi quelque chose par rapport à cette question. Il y a aussi, je pense, deux phénomènes très importants à prendre en compte et qui influent beaucoup sur parfois ce manque de réaction massive. Le premier, c'est la banalisation de la violence, qui est un phénomène qu'on rencontre beaucoup quand on se balade dans des pays qui ont connu de très longues périodes de violence prolongée, qui est finalement, bon, il y a des gens qui meurent un peu à gauche, à droite, il y a des exactions, il y a une banalisation. Le Congo, c'est quand même un pays qui, depuis à minima 150 ans, mais en réalité même plus, si on prend en compte l'histoire longue, est le théâtre d'exactions répétées, de gens qui se font massacrer, d'amputations, etc., ce genre d'horreur. Et à force, ça rentre malheureusement dans la normalité, dans l'imaginaire normal de beaucoup de gens. Et c'est pour ça que parfois, bon, on regarde les informations, bon, il y a un village qui s'est fait massacrer dans l'est du Congo, bon, on est triste, mais c'est presque une routine, finalement. Alors que si demain, vous avez, je sais pas, un village dans le Gros-de-Vaud qui se fait massacrer par je ne sais qui, les gens seront choqués, même pas dans toute la Suisse, dans toute l'Europe. Parce que c'est pas normal que ça se passe ici. Donc je pense qu'il faut déjà dénormaliser la violence, la débanaliser, partir du principe que la violence, même si elle est permanente et si elle se perpétue, n'est jamais normale. Et la deuxième chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est, je parlais un peu du phénomène de construction de l'État au Congo, dont sa forme moderne est relativement récente. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un pays est quelque chose qui psychologiquement se construit sur le temps long. Et donc, dans beaucoup de pays, prenez par exemple la France, il y a eu une très très longue construction de l'idée d'être français. Et c'est une construction qui se fait non même pas sur des décennies, mais parfois sur des siècles. Et c'est pour ça que quelqu'un, par exemple, qui se retrouve, je sais pas, à Marseille, peut se sentir très concerné par le fait que quelqu'un qui se retrouve de l'autre côté du pays, en Bretagne, se fasse tuer, perdre la vie. On n'a pas forcément eu le même type de construction de l'idée d'être congolais au Congo. Ça a existé à un certain temps pendant le régime de Mobutu, pour certaines raisons, mais la construction de l'idée même du fait d'être congolais est quelque chose d'assez récent. C'est pour ça que des fois, il n'y a pas vraiment cette ferveur qui existe. Cette identité. Puis le rôle des multinationales, bien sûr, qui mettent énormément de poids et puis qui déjouent totalement, enfin voilà, les règles, les informations, les multinationales qui détiennent un certain nombre de chaînes, enfin de médias. Vous voyez à quel point c'est profond. Raison pour laquelle on est là. Il n'y a pas de réponse toute faite, hein, j'ai l'impression. Je sais pas. C'est moi qui sélectionne, j'ai ce pouvoir. Je vois, c'est égal. Comment? Bonsoir. Vous avez parlé du fait que le Congo a été créé pour les étrangers en soi et pas pour les Congolais. Mais comment reconstruire donc un Congo dans une situation où les conflits sont créés, sont faits, les violences sont faites par nos propres frères, en fait, par ses propres citoyens? Comment reconstruire un pays comme ça? Parce que vous avez dit qu'il fallait effectivement reconstruire un Congo pour les Congolais et pas pour les étrangers. Mais comment faire, du coup, dans cette situation-là? C'est une très bonne question. Et je pense qu'il faut déjà, premièrement, réaliser que ces violences qui sont effectivement qui sont exécutées par des personnes locales ne viennent pas de nulle part. C'est des violences qui sont, on va dire, alimentées par certaines choses
et sur lesquels on va toujours mettre de l'huile sur des braises. Disons, dans chaque pays, il va y avoir bien sûr un certain nombre de tensions. Ça existe partout. Le problème qu'on a au Congo et dans beaucoup de pays africains, c'est que un certain nombre de personnes ont intérêt à ce que ces tensions se transforment en guerre. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre de l'huile sur le feu, ils vont donner des armes à ceci, à cela, etc. Ils vont dire, bon, bah, vous voyez, massacrez-vous. Parce que tant qu'on se massacre, eh ben, on peut aller prendre les ressources. Et ce qu'il faut faire, c'est déjà éduquer la population. Éduquer la population sur un certain nombre de concepts pour neutraliser justement toutes ces questions qui peuvent mener à des éclats de violence. Ça, c'est la première des choses à faire. Mais la seconde chose à faire également, c'est de donner des opportunités aux gens, à la population. Pourquoi est-ce qu'il y a des violences qui peuvent éclater au Congo? Par exemple, quand on a des problèmes ethniques au Congo, il y a des violences qui peuvent éclater. Mais on a aussi des problèmes ethniques dans d'autres pays. Typiquement, il y a des problèmes ethniques dans certains pays européens. Vous prenez en Belgique, vous avez par exemple les Flamands et les Wallons, qui s'aiment pas beaucoup. Mais voilà, ils vont se battre politiquement, ils vont faire certaines choses, mais ça va pas éclater dans enfin, il y aura pas d'éclat de violence directe. Pourquoi? Une grande partie de la réponse à cette question, c'est que les gens, finalement, ont un certain nombre d'opportunités économiques. Et qu'à partir du moment où les gens ont une certaine qualité de vie, ont des emplois, ont une sécurité sociale, etc., ça va être beaucoup plus dur de monter les gens, les populations les unes contre les autres. Et c'est pour ça que le Congo, vous avez des gens qui sont là, qui sont ni emploi, ni boulot, ni rien. C'est très facile, en fait. On dit souvent qu'un ventre vide, c'est très facile à énerver. Et peut-être que la première solution, ce serait de donner à manger aux gens pour qu'ils n'aient plus le ventre vide et pour qu'ils soient moins facilement énervables par les gens qui ont intérêt à les énerver. Pour conclure, vraiment, faire très court sur par rapport à ce que vient de dire Jean-David, se désaliéner. Se désaliéner. Parce qu'en fait, et ça date pas d'aujourd'hui, ça, les mains coupées, effectivement, c'était les Congolais en majeure partie qui coupaient les mains des Congolais. Pourquoi? Parce qu'il y avait une aliénation. Parce que, avoir l'arme à feu en tant que Congolais, c'était peut-être un symbole d'ascension sociale. Ouais, ça nous ramène toujours un petit peu à cette déstructuration finalement sociale où on redéfinit les sociétés à travers la violence. C'est des réponses très courtes, c'était un peu très vite faites comme ça, mais je ne sais pas, il y avait monsieur, il me semble. Oui. Bonjour, je peux parler? Oui, allez-y seulement. Déjà, merci. C'est une question pour Jean-David. Vous avez parlé dans votre conclusion des solutions. On a une question sur les micros. Moi, j'ai une question pour les macros. Déjà, ça fait déjà repenser un peu à Ibrahim Traoré, oui, de Burkina Faso, qui a du coup maintenant fait la réappropriation des ressources naturelles, commence à implémenter des processus de transformation pour avoir de la valeur ajoutée quand on exporte. Et donc, c'est un peu poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les leviers d'action ici, depuis l'Occident, pour favoriser ces changements macro au niveau national des pays? Depuis l'Occident, je dirais que la chose qu'on peut vraiment faire, c'est de faire pression sur nos dirigeants, finalement. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que tout ce système d'exploitation qui existe au Congo comme dans d'autres pays africains, vous avez cité le Burkina Faso avant, finalement, ce sont des systèmes qui sont orchestrés pour, bien sûr, des intérêts, un certain nombre d'intérêts financiers, industriels, etc. Mais l'orchestration de ça se fait via des logiques gouvernementales. C'est-à-dire, on prend l'exemple du Burkina Faso. Pourquoi est-ce que le Burkina Faso était
dans cette situation pendant si longtemps, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la France-Afrique, et que la France-Afrique, mine de rien, était orchestrée et pilotée par le gouvernement français depuis les décolonisations, en réalité. Et donc, ce qu'on peut faire, et au Congo, on a aussi le même genre de schéma, c'est pas forcément la France-Afrique, c'est plus des relations avec les États-Unis, du coup, pour le Congo, depuis la décolonisation. Un peu moins la France, bon, quand même la France aussi, mais moins. Et ce qu'on peut faire depuis l'Occident, c'est faire comprendre déjà aux gouvernements occidentaux que nous sommes conscients de ces choses-là, faire pression sur ces gouvernements, et puis aussi utiliser nos voies électorales, tout simplement. Parce que comment faire peur à un gouvernement occidental? Il n'y a pas 36 000 manières. Il y a la manifestation, mais la vraie manifestation, c'est-à-dire lorsque on l'accompagne aussi de mouvements de boycott, de mouvements de grève, etc. Et il y a le spectre électoral, de dire bon bah voilà, en fait, on va pas voter pour des gens qui continuent à perpétuer ce genre de politique dans les pays extra-européens. Merci beaucoup. Merci. Voilà, bonsoir tout le monde. Je voudrais, en tout cas, ce qui me concerne, moi je suis congolais aussi, d'origine. J'habite à Écublanc. Je suis aussi conseiller communal, si vous voulez. Et si je prends la parole, c'est d'abord pour remercier les organisateurs. Il y a aussi j'ai cru comprendre qu'il y a une équipe de l'EPFL aussi parmi les organisateurs, que la réunion n'a pas pu avoir lieu de l'autre côté, mais plutôt à l'Université de Lausanne. C'est dire qu'il y a une grande ouverture à l'Université de Lausanne, un peu plus. Si j'ai pris la parole là, maintenant, c'est beaucoup plus pour répondre à ma voisine qui est du Cameroun, je pense, et qui s'est dit, voilà, pourquoi qu'est-ce qu'on peut faire pour ce qui se passe en Afrique? Les jeunes sont portés plutôt aux innovations technologiques qui viennent de l'étranger. Si vous organisez une autre conférence sur ces thèmes-là, je pourrais vous proposer d'avoir ici des conférenciers qui vous montreront qu'on peut faire quelque chose avec les minéraux du Congo, parce qu'il y a une équipe qui s'est constituée aux États-Unis, qui a toute une gamme des appareils, à partir du téléphone portable, tout ce que vous avez jusqu'à la fin, avec les minéraux du Congo. Et donc, pour savoir que c'est vrai, il faudrait peut-être venir et voir ces appareils qui ont, je fais pas la publicité, mais si je ne le dis pas, vous ne saurez pas, qui portent le nom de Okapi. Okay. Okapi, c'est toute une gamme de produits qui sont vendus même au Japon, au Ghana, un peu partout. À Genève, j'ai vu ça. Et ça pourrait être un thème pour montrer que la technologie a, d'une part, servi à ce que nous avons vu aujourd'hui. Merci à Jean-David et Jonathan. Mais la technologie peut aussi servir à apporter une contribution pour qu'on puisse sortir de là. C'est évidemment ambitieux, mais moi je pense que on peut pas toujours attendre de l'étranger, même pas de l'Occident, qu'il se passe quelque chose. Et il y a des initiatives qu'il va falloir appuyer, et celle dont je vous parle ici fait partie de ça. Merci aux conférenciers. Moi, je suis pas des sciences sociales, j'ai une formation d'ingénieur, et ce thème que vous abordez, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, c'est à refaire. Voilà. Merci. Au revoir. Merci. 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 Bonsoir. Déjà, merci aussi beaucoup pour la présentation. Je pense que vos paroles sont des ressources précieuses en ce moment sur la thématique. Notamment, on vit après le refus de l'EPFL d'aborder cette thématique dans son campus. Et je prends la parole aujourd'hui. Moi, c'est plutôt une intervention, une intervention qu'on m'a demandé de faire. Moi, je m'appelle Azou. Je fais partie du collectif Raguar, qui est un collectif de diaspora des Suds en Suisse. Et je prends aussi la parole au nom de la coalition suisse contre Glencore. Et quelque part, c'est pour annoncer le travail de cette coalition, mais aussi pour rebondir sur plusieurs points qui ont été donnés, non seulement dans les réponses, mais aussi dans les questions, sur qu'est-ce qu'on peut faire. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la lutte. C'est s'organiser.
Ça passe par là. Et ça se passe à différents échelons. Ça se passe au niveau communautaire, ça se passe au niveau politique, ça se passe dans la lutte internationaliste. Et en fait, historiquement, il y a quand même différents mouvements qui ont percé différentes choses. Dans les niveaux théoriques, moi je viens d'Amérique latine, du Brésil précisément, aussi pour répondre à comment changer la mentalité des gens. Eh bien, il y a quand même aujourd'hui, des théories qui on parle beaucoup de décolonialité ou de colonisation et qu'il faut le décoloniser. Eh bien, il faut aussi décoloniser les esprits. Et ça passe aussi par chez nous, mais aussi dans des pays dans lesquels on vit. Enfin, en tout cas, moi, on se concerne le Brésil. Et ça, c'est aussi tout un travail militant. Enfin, pour moi, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est la lutte, c'est la réponse. Et après, ça passe par vraiment différentes modalités. Et pour revenir justement sur qu'est-ce qu'on peut faire depuis l'Occident, eh bien, c'est la lutte aussi. Et là, dans le contexte, il faut aussi choisir ses ennemis. On a différentes possibilités politiques, évidemment. Eh bien, la coalition suisse contre Glencore, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un des géants des matières premières qui siège à Zug. Et c'est un des géants du négoce en Suisse. On a aussi Trafigura, et les deux sont amplement impliqués dans la République démocratique du Congo. Et en fait, Glencore a été accusé et a plaidé coupable de corruption de l'État et a dû payer 180 millions, si je ne me trompe pas, qui n'ont finalement même pas été donnés à l'État ou quelque chose comme ça, parce qu'ils sont gelés en Suisse. Je vous laisse regarder en détail. Si vous voulez plus d'informations, évidemment, vous regardez sur Publica et vous trouvez énormément d'enquêtes sur l'implication des multinationales suisses, notamment en République démocratique du Congo. Et justement, là, le 28 mai, il y a l'AGM de Glencore à Zug, et nous organisons, en lien avec d'autres groupes, un réseau international, des mobilisations à Zug même, avec des prises de parole, aussi avec des interventions au sein de l'AGM et des prises de parole à l'extérieur. Ensuite, à quoi il y aura encore, en juin, on a une délégation d'une équipe qui s'appelle RAI, c'est Resistance Activaya, où là, c'est une coalition internationale de différents groupes, de différentes populations dans le monde affectées par Glencore. Et donc, juste pour replacer pourquoi Glencore, pourquoi une multinationale, c'est parce qu'aujourd'hui, les chiffres d'affaires des multinationales représentent, il a dépassé, je crois que c'est plus de 10%, il a dépassé l'apport du PIB que les banques, elles apportent à la Suisse. C'est pour dire à quel point c'est en fait un point. S'il faut faire quelque chose politiquement, alors oui, on a les parlementaires, etc. Mais en fait, il faut aussi avancer contre les multinationales et finalement qui sont l'impérialisme économique suisse et qui vont en fait asservir beaucoup de pays encore aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que nous, quelque part, on est coupable malgré nous de jouir de tout cet apport de ces entreprises. Mais enfin voilà, du coup, c'est un peu comment est-ce qu'on lutte depuis ici pour se responsabiliser. Donc c'était un peu lent, mais c'est une invitation à nous rejoindre, à rejoindre différents collectifs, que ce soit Raguar, il y a No Congo No Phone à Genève, il y a évidemment Génération Lumière qui sont très très au point, il y a énormément de personnes qui travaillent là-dessus, donc vraiment juste la lutte, rejoignez. Merci. Bravo. Merci. Si je peux ajouter quelque chose, déjà remercier cette intervention qui est vraiment pertinente et qui nous rappelle d'ailleurs le rôle vraiment central que la Suisse joue dans ce système. Ça n'a pas été évoqué dans cette conférence par manque de temps, mais la Suisse est l'un des hauts points effectivement de l'extractivisme avec certaines sociétés comme Glencore, etc. Et effectivement, lutter, je crois que c'est vraiment nécessaire. Parce que lutter, en fait, c'est une manière de se réapproprier sa propre puissance. Et ça, c'est très important. On vit dans une société qui passe son temps à essayer d'anesthésier, justement, notre puissance, à essayer de nous marteler le fait que nous sommes impuissants, que finalement, on n'est que des petites choses condamnées à être là, à consommer de manière passive et sans se poser plus de questions. Et le fait de lutter, c'est justement la porte qui nous permet de se réapproprier notre puissance en tant qu'être humain et de dire non. On n'est pas ces consommateurs un peu là, un peu bébêtes, qu'on aimerait finalement nous faire incarner. Donc oui, si je peux le dire, lutter effectivement. Et la manière la plus efficace de lutter, c'est de le faire de manière organisée, comme tu l'as très bien dit. Donc en rejoignant des structures, il y en a assez, je pense. Donc ouais, merci pour ton intervention.
Bravo. Alors bonsoir, je vous remercie à tous les deux pour votre conférence. Puis merci surtout à Naomi qui m'a amené ici, ce que je ne savais pas. Après, monsieur m'a devancé parce que je voulais parler aussi de Capi. Parce que oui, on parle de téléphone, bon, on a Apple, Samsung, etc. Mais je pense aussi que si on veut vraiment, comment dire, il faut oser défier la concurrence. Parce que je pense que si le Congo décide de tout fermer, iPhone, ils font banqueroute. Bien sûr. Vous voyez, donc parce que voilà, les matières premières viennent de là. Et puis, est-ce que le Congo pourrait peut-être complètement se fermer un moment au monde, pendant une période, le temps de se refaire? Parce que je pense que ça serait une des solutions. Parce qu'on parle quand même d'un pays qui a énormément de ressources. Donc, quand on voit, tout à l'heure, vous avez parlé du fait de consommer extérieur. Même la nourriture. Hein. Moi, j'ai été là-bas, je voyais des trucs qui venaient de Hollande et je dis, mais attendez, pourquoi qu'est-ce que ça vient alors que tout est là? Quand on voit des personnes qui ont consommé du poisson qui vient de la Turquie, il y a un faible qui est énorme. Alors, je crois que des milliers de poissons, c'est pas ce qui manque, hein, pour se nourrir. Donc, si déjà la population consommait locale, parce que c'est quand même paradoxal de voir un pays qui est aussi riche, mais une population qui est aussi pauvre, alors que la nourriture, c'est pas ce qui manque. Enfin, il n'y a rien qui manque, en fait. Donc on n'arrive pas à comprendre. Moi, des fois, j'ai vraiment du mal à comprendre. Je me dis comment un peuple peut être aussi riche et en même temps, les gens, ils sont pauvres, ils n'ont rien. Vivre avec $1 à peine par jour, c'est lunaire. Vous voyez? Donc, est-ce que ça serait possible de... Bon, après, c'est le gouvernement, bien sûr, mais bon, quand on a un gouvernement qui est aussi matrixé et complexé, même, parce qu'il faut dire les choses, par l'Occident, c'est clair, ça va être compliqué pour que le peuple soit souverain. Tout à l'heure, madame a parlé d'Ibrahim Traoré, donc, qui est un très bon exemple, parce que voilà, Trump l'a appelé pour discuter, il lui a dit « j'ai pas le temps, j'ai un pays à construire ». Et je pense que tous les pays d'Afrique déjà devraient réagir de cette manière. Donc se dire on doit d'abord construire le pays, on doit récupérer notre culture et aussi mentalement, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, comme la plupart des pays, les langues officielles sont des langues étrangères. Donc le français et l'anglais, alors c'est pas la langue du pays. Donc ça déjà c'est aussi un aspect à voir. On se dit c'est pas normal, d'accord. Et puis après en ce qui concerne l'Occident, voilà, qu'est-ce que l'Occident pourrait faire vraiment? Alors c'est gentil d'aider, mais je pense qu'avant que l'Occident fasse quoi que ce soit, c'est les Africains d'abord qui devraient faire quelque chose pour commencer. Donc voilà, après l'Occident, oui, il peut participer si elle veut, mais la première solution viendrait des locaux en premier avant que d'autres personnes rentrent, parce que sinon ça sera toujours l'attente du Messie, on attend que quelqu'un nous sauve. Et puis ça, il faudra arrêter d'avoir ce genre de mentalité-là, parce qu'on ne va jamais avancer en fait. Ouais, voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. C'est une très bonne intervention d'ailleurs qui, bien sûr, que cette problématique, elle est à voir sur plusieurs angles. Et puis d'ailleurs, sur plusieurs vitesses. C'est-à-dire la question de se dire, est-ce qu'il ne faut pas tout fermer? Il y a quand même 9 frontières potentielles. Hein. Le Rwanda je dis, il y a quand même 9 frontières potentielles. Oui, mais non, mais... Là, on parle du Rwanda qui est un tout petit pays. C'est fait en 6 heures en voiture, donc c'est minuscule. Hein, c'est un village, même c'est un quartier, si je peux dire, au Congo. Alors, quand on voit ça, alors vous prenez des plus grandes frontières comme l'Angola, qui ont une armée qui est assez forte. Enfin, si on continue, donc je me dis, là, un petit endroit comme ça fait ça. Bon, on sait bien que c'est pas vraiment le Rwanda le vrai problème, hein, donc il faut aussi expliquer les choses. Mais il y a 9 frontières, donc c'est un pays qui est complètement entouré. Donc si tout le monde se met à attaquer, là, ça va pas. Donc il faudrait que le Congo se réveille et se dise, bon, maintenant, stop, on ferme tout pendant un temps, et puis on fait les choses selon nous et pas ce que va dire Trump ou je sais pas qui. Raison. Oui, allez-y, selon. Je ne sais pas si je peux me permettre à répondre sur cette question. Si le Congo... C'est bon? Si le Congo peut fermer ses portes, j'aimerais juste rajouter une chose, que le Congo, c'est le poumon de l'économie mondiale. D'abord, ce qu'il faut savoir, on détient 60% du minerai cobalt. Donc, les 40% ne pourra pas quand même contenir et dire, si je peux le dire comme ça, aider toute la planète. Donc, le Congo est en train juste de demander une seule chose, c'est l'équité en fait commerciale. Par rapport où nous devons quand même avoir cette égalité lorsque nous traitons avec les États-Unis
ou soit des Occidentaux. Parce que fermer la porte du Congo, ce sera un danger pour les Congolais, parce que d'abord, ce qu'il faut savoir, comme vous l'avez bien dit, le Congo ne se nourrit pas par lui-même. Le Congo, imaginez-vous, on a des terres arabes, mais nous nous nourrissons de maïs, de Zimbabwe, tout ce genre de pays. Alors, ça sera un danger pour nous. Pour moi, je me dis, l'équité commerciale est importante pour nous. Et ensuite, nous devons maintenant se baser, comme le Burkina Faso, ce qu'il est en train de faire, construire l'économie, sa propre économie. Donc, moi, dans le fait de dire que fermer les frontières n'est pas commercialiser avec d'autres pays, c'est un danger pour nous. Et je trouve que c'est important que le Congo puisse demander l'équité et l'égalité commerciale. Donc, c'est vraiment ça. Parce que fermer l'économie, en fait, c'est compliqué. Si je peux rebondir, ça nous permet d'aborder une question qui est extrêmement intéressante au Congo, qui est celle de la souveraineté alimentaire et aussi un des grands chantiers du Congo de demain, qui sera celle de l'investissement non plus dans le sous-sol, mais dans les sols. Parce que un des drames du Congo, et de beaucoup de pays en Afrique d'ailleurs, c'est que pendant des décennies, on a surexploité les sous-sols en estimant que, on va prendre l'or, etc., tout ce qui allait, et c'est ça qui rapporte de l'argent, en délaissant les sols. Or, c'est les sols qui nourrissent la population et pas les sous-sols. Pour ce qui est de fermer le Congo, je pense qu'il faut faire attention aux solutions immédiates et radicales. L'histoire, si on prend l'histoire de l'Afrique, au sens large, de tous les pays, on se rend compte que très souvent, les solutions qui ont été teintées d'un radicalisme et d'une forme d'immédiateté de ce genre se sont pas forcément révélées être les meilleures sur le long terme. Comme monsieur l'a très bien dit, si demain vous fermez vraiment le Congo à tout commerce, à tout, etc., ce qui va se passer, c'est que malheureusement, vous allez condamner à mort des dizaines de millions de gens. Parce que malheureusement, il n'y a pas de nourriture. Et ce qu'il faut, en fait, qu'est-ce que ça doit nous dire, c'est qu'il faut justement recréer un système, recréer toute une industrie agricole au Congo pour qu'il y ait cette nourriture qui soit disponible, pour que cette nourriture, en plus, qui soit produite, puisse ensuite transiter entre les centres agricoles et les centres urbains. Je donne un exemple très simple. Je connais des gens qui font de l'agriculture dans la région du Kasaï, au centre du Congo. Les choses poussent très bien, etc. Mais le problème, c'est que à partir du moment où la récolte est faite, vous n'avez pas ensuite la route pour amener la récolte jusqu'au centre urbain. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des récoltes qui pourrissent dans certains endroits et qui ne sont pas consommées. Et dans le centre urbain, il y a des gens qui meurent de faim. C'est quand même incroyable. Donc, il y a toute une architecture, en réalité, qui ne peut pas se faire comme ça en claquant des doigts. Ça, lancer une industrie agricole sérieuse, pour autant qu'il y ait une volonté politique de le faire, ce qui est, je suis pas sûr qu'elle existe, ça prend grosso modo une dizaine d'années au moins pour le faire. Et il faut le faire. Mais il faut qu'il y ait une volonté politique, effectivement, de le faire. Et là, c'est la grande question. Est-ce que cette volonté existera? On ne sait pas. Par contre, effectivement, je peux comprendre cette question radicale. Et peut-être là où je te rejoins, c'est que certainement qu'il faut peut-être changer le paradigme psychique ou mental en tout cas. Et puis il faut une certaine radicalité dans l'esprit face à cette problématique.
Et puis ensuite, effectivement, dans les faits, il faut bel et bien que ça se construise. Mais oui, mais cette réflexion s'accompagne de tout ce qui est en train d'être dit ici, en fait. Vous voyez, c'est tellement global, et je finirai là-dessus en disant qu'il y a aussi une autre question qu'on a peu abordée, mais je pense que Papa Rémi sera mieux placé que nous lors d'une autre conférence, espérons-le, par rapport aux questions d'électricité. On parlait tout à l'heure, tu parlais des infrastructures routières, par exemple, l'électricité fait clairement partie, ces infrastructures-là font clairement partie d'une des solutions sur lesquelles le Congo peut se poser pour pouvoir se développer. Mais ça, effectivement, je comprends le côté, cette radicalité dans l'esprit pour se dire, il faut changer les choses, et puis après, il faut que ça s'accompagne de beaucoup de choses, quoi. Frantz Fanon, il le dit, il faut sortir de cette aliénation. J'ai juste rajouté, parce que l'exemple que j'ai donné, là, actuellement, par exemple, le Bénin, on a parlé du Burkina, mais par exemple, au Bénin, Talion, là, lui, il a décidé qu'ils ne vont plus du tout prendre des produits externes. Maintenant, si tu veux manger ton poulet, c'est local, quoi. Les œufs, rien ne vient de l'étranger. Donc, ils viennent de passer ça récemment. Puis je trouve que c'est bien aussi pour les paysans qui produisent. Parce que si on continue à se nourrir de l'extérieur, ça n'a pas de sens. Il y a un non-sens là-dedans, alors qu'il y a. Encore s'il n'y a pas, je veux bien, mais ce n'est pas le cas. Mais il faut des vrais et le Bénin, c'est un petit pays. Donc, je veux dire, si le Bénin, le Burkina commencent à prendre cette conscience-là, ce serait bien qu'un pays comme le Congo prenne l'exemple et puis ait cette mentalité-là. Mais effectivement, parce que sinon, on reste des esclaves à vie. Donc, ce cas-là, on parle de décolonisation, entre guillemets. Voilà, vraiment, c'est des grands guillemets, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de décolonisation. En fait, on est toujours colonisé. Bien sûr, il faut absolument, des vrais professionnels, des gens compétents, formés, qui sont pas cupides, qui n'ont pas que la soif de l'argent. Et bien sûr, maintenant, je le répète, on est dans un pays, et c'est là que les sciences sociales peuvent apporter un bout de réponse. C'est-à-dire que après, il faut aussi, quand on compare les pays, il faut aussi qu'on compare les logiques dans lesquels ces pays sont. Vous voyez, rien que en termes de frontières, un pays comme le Congo qui a 9 frontières, avec une histoire plus ou moins singulière, avec différents voisins, est-ce que le Burkina est dans la même réalité ou pas? Il y a toutes ces questions-là aussi à se poser, par rapport au nombre d'habitants, par rapport au nombre de... il y a une grande zone au Congo qui n'est pas du tout, qui n'est ni habitable. Je ne sais même pas si on peut construire justement des infrastructures, des routes, etc. Il y a toute une architecture à penser, à repenser. Mais effectivement, quand on compare, alors oui, la comparaison permet de se dire, on pourrait éventuellement prendre cette porte-là. Mais après, il faut comparer ce qui est comparable et puis voir finalement c'est quoi les facteurs qui font qu'on va décider pour telle ou telle... prendre telle ou telle décision et pourquoi? Parce que sinon, effectivement, on va tout le temps tourner en rond et on voit bien que quand faire de la politique, ça devient un moyen d'ascension sociale et économique, on a des gros problèmes à régler, autant au niveau psychique, économique, historique, les structures religieuses, par exemple. Il y a beaucoup de choses. On n'a pas parlé de la religion encore. Ouais. Ça va comme ça? Merci beaucoup. Je propose de continuer la discussion autour de quelque chose à manger et à boire. Et si jamais, petites annonces pour la suite avec notre association. On parlait du 28 mai, la journée contre Glencore, donc ça, on invite évidemment à rejoindre tous ces collectifs. Mais à l'EPFL, du coup, il y a une projection qui a passé, une projection d'un film qui s'appelle Pouvoir et résistance, qui documente justement la lutte contre les multinationales en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, je ne sais plus exactement où. Et c'est dans le cadre du vote sur les multinationales responsables. Et je ne sais pas si l'AEA a aussi des annonces à faire. Ok, ça marche. Merci beaucoup.